Bien, je suis Abdelkader Hassan, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Djibouti, donc fonctionnaire de l'État djiboutien. Je suis ici dans le cadre de mes recherches. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais des remarques à faire et beaucoup de questions notamment. À vous écouter, chers messieurs, parce qu'il n'y a que des messieurs et pas de dames, malheureusement. Eh bien, j'ai l'impression que tout va mal à Djibouti. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas parmi vous, peut-être que ce sera pour la deuxième partie, il y aura peut-être des personnes qui vont nous dire des choses positives. Parce qu'on est en train de présenter le Djibouti quand même, au reste du monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes étrangères parmi nous, et il n'y a pas que des choses négatives. Donc, il y a forcément des choses positives. La question. Et donc, oui, les remarques, plutôt d'abord. Alors, laisse parler, hein. Pas de souci, mais on merci. est limité. Merci, Adam. Donc, je vais aller très vite. Alors, donc, d'abord, pour l'intervention d'Aïna, l'ancien directeur de la RTD, qui disait qu'il y avait beaucoup de choses, il avait cité 9 recommandations que vous aviez fait à l'époque à Djibouti, notamment sur les élections, sur l'organisation des élections. En 2007, il y a eu une refonte des listes électorales à Djibouti. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il fallait peut-être revoir le Conseil constitutionnel, son organisation et son fonctionnement. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai été amené à travailler sur les institutions, sur le fonctionnement, et on avait dit des choses justement qu'il fallait améliorer. Et donc, notamment, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut peut-être revoir cette institution, notamment ses compétences. Si je reviens à Kadami, Kadami disait il y a eu un recensement en 2009, Kadami, et donc qui dit que Djibouti compte désormais plus de 800 000 habitants. Et donc, d'ailleurs, le recensement a été fait de manière à ce qu'il soit assez détaillé pour prendre en compte le nombre d'habitants à Djedjora, Wok, Djibouti, Djedjora, etc. Vous avez dit qu'il y avait une population arabe très dynamique, comme il y a une population somalie et afar très dynamique aussi. Je voudrais revenir aussi sur l'intervention de God. God avait dit, depuis l'indépendance, je ne sais pas où est-ce qu'il est, God, donc voilà, disait, depuis l'indépendance, aucun changement. Donc je suis désolé, mais il y a eu des changements à Djibouti, beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le plan politique. Je ne suis pas un avocat, je vais juste essayer de remettre les choses à leur place. Djibouti a ratifié le 28 octobre 2012 la Charte africaine sur la gouvernance, sur les élections et sur la démocratie. Donc c'est une charte quand même très, très importante, parce qu'une fois qu'elle est ratifiée, elle a une valeur supérieure aux lois à Djibouti. Donc cette ratification de la Charte africaine sur la démocratie, sur les élections et sur la gouvernance... Cette question pour l'instant, on n'en a pas très parlé. Bien. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est quand même... Gardez cette question. Très bien. Ensuite, non, je ne poserai pas des questions juste pour dire qu'il y a eu quand même la ratification de cette charte. Pardon ? Il faut poser les questions pour qu'on attende la réponse. Très bien, très bien. Donc, notamment sur le mode de scrutin aussi, donc il y a eu Donc moi, une des questions générales peut-être qui pourrait s'appliquer à tout le monde, c'est quelle solution vous proposez? Parce qu'à Djibouti, aujourd'hui, il n'y a pas de statut pour l'opposition. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à mettre en place une loi organique, justement, dont vous serez peut-être le rédacteur, une loi organique sur les statuts de l'opposition, sur son financement, parce que ceux qui sont là aujourd'hui à Djibouti, qui gouvernent, pourraient être dans l'opposition plus tard, pourquoi pas? Et donc mettre en place un vrai statut, pourquoi vous n'avez pas réfléchi à ça? Et Laurent Gel disait, avait fait un exposé très intéressant sur la situation de droit de l'homme à Djibouti. Un des problèmes, parce que moi j'étais là pendant les élections, après les élections aussi, un des premiers problèmes qui a été monté de doigt par rapport à la FDH, c'était le fait qu'il y ait eu des morts, en fait, donc, juste après les manifestations. Et donc, ça a un peu écorné justement l'image de la Fédération internationale des droits de l'homme, parce qu'on disait qu'ils ont inventé des morts alors qu'il n'y avait pas de morts. Donc, c'était pour savoir est-ce que vous avez des preuves concrètes de mort des personnes à Djibouti. Vous n'avez pas évoqué la CNDH, aussi la Commission nationale des droits de l'homme à Djibouti. Or, vous savez très bien qu'il y a une commission nationale créée, certes, par un décret, alors qu'elle devrait être créée par une loi ou prévue peut-être par la Constitution. Est-ce qu'elle est invitée aussi à votre grand congrès de 2012? Donc, tout à l'heure, ANH disait, en ayant fini, a-t-on parlé de démocratie à Djibouti, ou qui a parlé de démocratie à Djibouti? J'ai envie de dire qui a parlé de dictature à 100% à Djibouti. Merci. Qui a parlé? Qu'est-ce qui va commencer? Pour l'instant, on prend encore les autres questions, comme ça vous allez répondre de manière générale. Il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autre? Oui, ici. Là. Oui. Oui. Alors,
bonne chose déjà, c'est une bonne chose d'organiser ce genre de rencontres, puisque le climat actuel des espaces à Djibouti ne permet pas ce genre de discussion. Je crois que c'est une bonne chose d'organiser ça. Mais aussi, c'est une autre. Je voudrais évoquer Déjà, aussi... ah oui, Je m'appelle Adel. oui, Je travaille au centre d'études de recherche de Djibouti. Je suis chercheur et je fais une thèse aussi à Bordeaux. Donc voilà pour les présentations. Merci Dessa. La rencontre a été tellement diffusée sur cette rencontre a été tellement diffusée sur le net que beaucoup de Djiboutiens s'est demandé quels seront les contenus, quelle sera la forme auquel on va accorder. Est-ce que ce sera seulement un repère des opposants djiboutiens? Il y a eu beaucoup de questions. Et là, nous sommes en train de dire, ce n'est pas que ça. Il y a des gens qui sont ni de l'UMP, ni de l'État djiboutien, ni de l'opposition, qui peuvent venir participer et prendre part au débat. Alors moi ce que j'ai remarqué, je vais commencer par la remarque. Je crois que c'est pas un prêche, parce qu'on part un prêche, on écoute seulement que le pasteur, etc. Et puis on s'en va. Je crois que c'est une institution de débat. Et justement, c'est pour ça que je prends la parole. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on m'interrompe. Ça dépend le temps que vous avez. On a dit d'essayer de concentrer 2 fois, 3 fois. Justement. Je crois qu'il y a, comme beaucoup de gens, moi aussi je ne suis pas d'accord avec cet espace à Djibouti, que ce soit du fait de la police, etc., de la justice, ou que ce soit du fait de certains membres de l'USN qui, comme les ulémas, ont appelé quand même à la révolution, au soulèvement, au désordre, mais aussi à la brutalité de la police, à l'utilisation de choses et de méthodes condamnables. Mais il ne faut pas perdre de vue la réalité, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu suivi la discussion du début jusqu'à maintenant, et j'ai remarqué que quand la réalité n'a pas été vraiment, j'espère qu'avec l'intervention de Kassim Dili qui était là, comme Abdelkader et moi, à Djibouti au moment de l'élection et après, peut-être nuancera un peu ses propos par rapport à ce que nous avons vu. Alors, je vais continuer. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une certaine fixation sur un homme. Je crois que si on fait les décomptes de la présentation de God, où il a prononcé Yoché, moi je vais essayer de suivre un peu 8, 9, à peu près, hein, sur une présentation de 10 minutes. Donc, on peut dire qu'il y a une fixation sur un homme, l'exagération de fait de la situation de ce qui se passe. Donc, si on fait un mauvais diagnostic de la situation actuelle, moi je suis convaincu que les solutions qu'on proposera aussi seront faussées. Comme si vous partez à un médecin, vous dites que j'ai mal à la tête, il vous donne les médicaments pour soigner les somates, etc., les monosomates. Et puis, il y a une sorte de confiance absolue dans la capacité de la communauté internationale à pouvoir changer ce qui se passe à Djibouti. Ça, c'est un peu révolu aujourd'hui. Les pays occidentaux ont tellement de problèmes chez eux qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens de consacrer quelque chose aux pays africains. Je crois que la solution de Djibouti, vous avez vu les Somaliens qui étaient à côté de nous depuis une vingtaine d'années, 2 ans sans État, les Américains, les Nations Unies, la communauté internationale, comme on l'a dit, leur a recommandé de trouver la solution sur le sol somalien entre Somaliens. Je pense que la solution à nos problèmes ne peut venir que de Djiboutiens, pas du 5e arrondissement de Paris, bien sûr, pas de nos salons ici, mais je pense que la solution passe par un dialogue. C'est un parti politique comme le CDU, par exemple, qui prônait il y a quelque temps les dialogues. Bon, maintenant ils sont partis ailleurs, mais quand même, cette solution du dialogue, de mon point de vue, reste la bonne. Et puis, j'ai remarqué une contre-attaque. Ça, on avait parlé. On avait un accord de débat. Si c'était une intervention, il fallait le dire aussi. On aurait réservé. On ne savait pas. Voilà. Pour l'instant, c'est des questions. On attend. Moi, je voudrais revenir à cette histoire de condamnation, cette histoire de. Qu'il faut mettre des obstacles, qu'il faut s'opposer à la candidature d'un Djiboutien, qui ça puisse être, à l'UNESCO, à la dernière de l'UNESCO. Je
Je pense que c'est en totale contradiction avec ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est mettre les caméras du monde sur Djibouti pour dire, voilà, il y a des choses qui ne se passent pas, il y a des choses qui se font de travers. Non, donc, refuser, je finis, refuser. La question, parce que moi c'est juste ça qui m'intéresse, la question. Parce qu'il y avait des gens qui sont intervenus, donc passons à la question. Écoutez, on a participé à 10 000 conférences, donc on laisse parler les gens, c'est le minimum. Voilà. Ne nous énervons pas. Peut-être 10 000, mais pour l'instant, passons à la question. Je lance la question. La question. Votre dernière question, c'est l'accès. Mais j'y viens, c'est un raisonnement. Si on interrompt la personne tous les 2 minutes, C'est dommage, on a laissé parler. La question, c'est plus par rapport à ce qu'il disait justement Gilles, c'est il faut la visibilité de Djibouti. Est-ce qu'en justement boycottant pas la nomination de Rachad, c'est pas contre-productif? D'accord, voilà. C'est une bonne question. Voilà. Juste la question. Monsieur. Je suis Kéchéri, je suis djiboutien du Mali, de l'autre côté de l'océan. Donc, plus près de l'océan. Donc, ma question, c'est une sous-question en fait. J'ai souvent entendu parler de sous-clan. Qu'est-ce que c'est dans la configuration des populations de Djibouti? Qu'est-ce qu'un sous-clan? Merci. Oui. Vous répondez. Bonjour. Non, mais on comprend les questions, on répond d'un coup, oui. Je m'appelle Hassan Mohamed, je suis médecin et je suis installé à Paris. Et ma question est que nous connaissons tous la réalité djiboutienne. On est venu débattre, on sait ce qui s'y passe. Mais concrètement, quelles sont les options qui permettront, comme le représentant des droits de l'homme disait, c'est un fruit mûr qui va tomber. Encore faut-il le faire tomber. Quelles sont les options? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez en tant que justice? Ça, cette question, en fait, c'est une question qui s'apparente plutôt être à la conclusion de la parce que la conférence, elle n'est pas terminée. Ça, c'est la première table ronde. Il y aura une deuxième table ronde et une troisième table ronde. Donc, pour l'instant, c'est que la... Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Ensuite, il y a d'autres questions, non? Ok, mais c'est parfait. Alors, les Juste une questions. question. Oui, Oui. oui, C'est pour le droit de l'homme. oui. C'est vrai, c'était très intéressant et j'ai appris plein de choses et l'importance justement de l'organisme de droit de l'homme, surtout quand on parle de diplomatie de droit de l'homme. Mais malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler de Djibouti au niveau des médias. Est-ce que peut-être on pourrait... D'accord. Je pense qu'on a pris toutes les questions. La réponse, la première apparemment s'adressait à NHE. Sur le 9 points. Voilà, c'est les 9 points de la réforme de la liste électorale. Voilà, donc, bon, je vais répondre d'abord sur ces 9 points et après sur Et notre question qui était l'outil et l'absence de démocratie. Les 9 points que j'ai cités, je ne suis pas l'auteur. C'est la défense UAD qui avait écrit au chef de l'État le 9 octobre 2004. À ma connaissance, vous êtes chercheur, vous êtes judiciaire, vous êtes sur place, il n'y a pas eu de réponse sur ces 9 points, ni à l'accusé de réponse. Alors vous, qui êtes chercheur, essayez de trouver ça, et si je me trompe, je prends acte. En ce qui concerne sur les médias et l'absence de la démocratie dans les médias, citez-moi un moment qu'un opposant djiboutien a pu intervenir à la radio et à la télévision, a pu intervenir dans le journal, avoir une interview dans le journal, a pu s'exprimer bibliquement. C'est inexistant à ma connaissance. Lors de campagne électorale aussi? Oui, justement, je reviens à la Merci pour la réponse. Lors de la campagne électorale, uniquement. Et là, moi, je me suis astreint. Je peux te répondre, cher ami. Je me suis astreint à regarder la télévision par Internet, les journaux télévisés et surtout l'émission spéciale de campagne électorale, élection.
je chronométrais par métier, hein, c'est une déformation professionnelle, l'intervention de l'opposition. Je n'ai jamais vu la moindre discours, la moindre phrase cohérente, complète, diffusée lors de cette émission. J'ai vu des plans larges. Je n'ai jamais vu les gens de l'opposition sur l'estrade et voir qui intervient et comment il intervient et une présentation convenable. Par contre, j'ai vu l'UNP bien organisé, bien filmé, phrase terminée. Bien que je réputais également techniquement que ce n'était pas très très au fond. Mais du côté de l'opposition, c'était pour moi une gâchis. Mais en dehors de la période de la campagne électorale, la démocratie, c'est dans le dialogue, dans la discussion, dans l'espace audiovisuel. Puisque l'opposition n'a pas la possibilité d'avoir des radios et télévisions et autres. Mais la radio et la télévision, c'est public, c'est national. Ça n'appartient pas à une personne, à un parti, ça appartient à l'État, à tous citoyens, à vous, à moi. Comment se fait que aucun responsable politique ne puisse intervenir? Est-ce qu'il y a eu un débat à la radio et à la télévision organisé? Refusé par l'UNP, oui. C'est refusé. Bon. Non, mais est-ce qu'il y a eu? Non. Voilà. Non, je m'arrête là. La réponse est l'IEP. Refusé, oui. Oui. Par l'IEP. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez préciser une question sur le recensement? Le recensement de... On répond d'abord aux premières L'opposition questions. a refusé. Vas-y, la question de recensement. Ah ouais, question de recensement et d'autres questions. D'accord. Vas-y, on interprète tout ça. Je crois que c'est d'abord une bonne chose que des représentants de l'État tunisien puissent discuter avec nous. C'est des fonctionnaires, n'oubliez pas. Donc tout ce qu'ils vont dire, il faut vraiment relativiser tout ce qu'ils vont dire. Parce que sinon, ils auront des problèmes demain. Ça, on le sait. Merci, Kader. Merci, Kader. Non, nous, on l'a dit à la télé, donc on n'a pas eu de problème. Ça va. Autrement dit, c'est ce que je veux dire. Mais, là, on prend beaucoup de choses. C'est des débats qu'on ne peut pas avoir à Djibouti. C'est la raison pour laquelle si on peut l'avoir demain, s'il y a des représentants de l'État djiboutien, ici ou ailleurs, en discussion devant tout le monde, on est prêts, tous ces gens-là sont prêts à discuter avec les représentants de l'État djiboutien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous êtes jeune, vous êtes peut-être pas né en 82, je ne sais pas quelle année vous êtes né. Juste après. En 82, le monde a écrit un petit entrefilé par rapport aux listes électorales. Il y a eu l'élection présidentielle en juin 1981, et en 82, il y avait les élections législatives. Alors, les gens qui ont voté à Obok et Tajoura pour le président de la République de l'époque, il y avait 10 500 à Obok, et il y avait 17 500 à Tajoura. C'est le monde qui le dit. Hein. Pour les élections législatives, on avait barré 5 000 électeurs d'Obok et 8 000 électeurs de Tajoura. Donc il y avait 5 000 à Obok et 9 000 à Tajoura. Donc ça c'est pour vous dire. Alors il y a une anecdote. À l'époque, c'est lui qui était commissaire qui s'appelait Salem Abdallah Youssef, Allah yarhamou, il est mort. On lui a dit de barrer les électeurs. Alors il a dit une chose. Moi je m'appelle Salim. Si je le bats à partir de S, c'est moi qui va sauter. Si je commence par A, c'est mon père qui va sauter parce que son père s'appelait Abdallah. Donc c'est pour vous dire à quel point, il faut faire très attention. Parce que vous êtes jeunes, peut-être que vous croyez vraiment tous les propagandes qu'on, depuis 36 ans, on raconte la même chose, on vous dit la même chose. Là, donc c'est normal qu'ils soient imprégnés. C'est les gens qui ont vu que la photo d'Ismaël Omar Gueye depuis qu'ils sont nés. Donc c'est normal qu'ils soient imprégnés par ces choses-là. Mais il faut faire attention. Parce que c'est l'histoire de recensement, c'est quelque chose d'important. Récemment, le 30 décembre 2012, un jeune Obokois a été tué par la gendarmerie.
c'est un ministre qui a donné l'ordre. Lequel ministre, aujourd'hui, il a eu une promotion, il est devenu ministre de l'Éducation. Donc, ce que je veux dire, c'est les jeunes de Bok, à l'époque, ils ont fait des doléances, ils ont écrit des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on n'est pas considérés comme faisant partie de la République. Ils ont dit, nous, on ne peut pas enregistrer nos enfants qui sont nés depuis 1977. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut enregistrer, à Bokabogovi, les enfants. Et si à partir de 3 jours, tu n'as pas ramené ces enfants-là pour enregistrer, tu es autre. Donc depuis 1977, il y a des enfants, des milliers d'enfants qui n'ont pas été enregistrés, qui ne sont pas aujourd'hui considérés comme des citoyens. Donc il y a un problème de citoyenneté à Djibouti. Ce n'est pas un problème facile. Ce n'est pas demain, c'est pas facile. Même entre les opposants, il y a des difficultés. On sait, il y a des divergences. Parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont été aussi, qui ont vécu cette période, qui ont été baignés dans ce donc ce n'est pas facile. L'histoire de recensement est quelque chose d'important et central. Et dans tous les pays, ça. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc à l'Issebie, il n'y a pas trop de problème là. Hein? Dans le fin fond de la région de l'Issebie, et des qu'ils ils n'ont pas ce problème-là d'enfants nés et qui ont. Non, c'est Kaobok. Différençons les choses. Il faut appeler les choses. Oui, c'est Kaobok. Hein? C'est Kaobok qui a ce problème. Attends, là, je vous cite un problème de Bok. Vous êtes un chercheur, cherchez dans d'autres endroits. Mais ce que je vous dis, c'est que. Non, mais je pense que le problème de recensement. Voilà, je pense que le problème de recensement, c'est un problème global. Et c'est un problème. Non, laisse-moi répondre. C'est Mohamed Kadhami qui le dit. Et donc, c'est ma responsabilité. C'est un problème qui est ouvert à l'ensemble de l'opposition, même. D'accord, tu vas parler à ta. Non, mais c'est. Tu vas dire ta position. Il y a des divergences aussi au sein de l'opposition. Il ne faut pas rester là-dessus. Non, non. Oui, non, c'est une question qui est ouverte. C'est un débat qui va s'installer à Djibouti. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour ça. Laissez-les finir. Sauf que. Vous laissez finir. Je crois qu'on veut une pluralité proche. Ça revient un peu à la question qui a été posée par notre ami. Le Tchadien du Non, il n'y a pas d'autres gens qui plus spécialistes que moi qui vont peut-être répondre, mais je veux dire, pas Hassan, Mohamed. Hassan Mohamed. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas facile la question. Oui, absolument. D'ailleurs, qui a dit que les droits de l'homme ne faisaient pas de la politique? Vous avez vu l'exposé, il est excellent, qui ont dépassé tous les Gilles. Donc, pour vous dire, il a posé pas mal des jalons, je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux. Si on a parlé d'intégrité, d'être et tout ça, je pense que d'abord, il nous faut un nouveau consensus pour ce pays. Il faut que, peut-être c'est l'occasion ou jamais, je pense que, je ne dirais pas comme les autres, il va tomber lui-même, mais j'ai l'impression, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Ismaël, hein? Encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être. Hein? Mais faut-il encore que l'opposition, que les forces de l'opposition, les forces de la société civile, les gens qui aujourd'hui font partie du gouvernement, les gens qui soutiennent aujourd'hui Ismaël Marguerite, les jeunes cadres là, fonctionnaires qui aujourd'hui ne peuvent pas faire autrement, tous ce monde-là doivent se réunir pour trouver un nouveau consensus. Ça ne va pas marcher comme avant. C'est ça les questions. Et donc, ça c'est un échec. C'est un échec. Peut-être qu'il y a quelques avancées et tout ça ici, mais c'est un échec. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même, s'il y avait des observateurs, il y aurait eu quand même la majorité des Djiboutiens quand même voté contre ce pouvoir-là. Donc, je pense que l'opposition, aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'opposition de trouver le terrain de consensus et de s'organiser dès aujourd'hui. C'est pas demain. Et il faut que chaque pays qui n'a pas trouvé, qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'a pas préparé sa transition, va vers un chaos. Ça sera la somalisation. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut tout le monde aujourd'hui voir que ces régimes-là, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'âge, que ce soit par le 3e mandat, que ce soit, on ne voit pas ni Ali Adnan, ni, comment il s'appelle, ministre des Finances, qui va le remplacer, ni son fils, c'est fini. Donc, ce régime-là est atteint, ce régime-là ne peut pas rebondir, ce régime-là c'est fini. Donc, je crois que c'est de la responsabilité de l'opposition, pas seulement de l'opposition, même des gens aujourd'hui qui soutiennent le pouvoir, de chercher les moyens de sortir de cette crise. Et
peut-être trouver un nouveau consensus. Ce n'est pas un niant des réalités, ce n'est pas un niant ce qui s'est passé dans ce pays-là, c'est en tenant compte de tout cela. Ce n'est pas un truc de revanchard de dire voilà, ces jours-là on a tué, ces jours-là on a massacré. Mais il faudrait encore parler de ces choses-là pour qu'il y ait une réconciliation nationale. Ce qui sera très important. À mon avis, c'est en nous, je crois que c'est la balle est dans le camp de l'opposition. Je vais faire vite. Concernant la preuve des personnes qui ont été tuées pendant les manifestations, oui, nous les avons. Sinon, nous ne l'aurions pas annoncé. D'ailleurs, je sais que les chercheurs aiment être précis, et j'aime que les chercheurs le soient. Nous avions d'abord annoncé dans un premier communiqué le 24 mars, si je ne m'abuse, le fait qu'une dizaine de membres de l'opposition auraient été tués pendant les manifestations. Et nous avons revu une dizaine de jours plus tard notre bilan à la baisse en disant nous savons que 10%, que 6 personnes sont décédées, en laissant planer le fait que nous n'avions pas accès à certaines informations et nous expliquions pourquoi on n'arrivait pas à préciser plus. Et il nous semble, et c'est qu'une impression, qu'il y a eu plus de 6 personnes qui sont décédées, mais nous n'avons les preuves que pour ces 6 personnes. Nous ne rendons pas ces preuves publiques, puisque ce sont nos règles de confidentialité qui nous l'imposent, mais de surcroît, parce que la situation étant extrêmement tendue, on a eu aussi d'autres éléments qui fait que nous savons que des personnes, des familles dont des militants avaient été soit tués, soit blessés, ont été harcelés par la police et par certains éléments des services de sécurité djiboutiens. Et par conséquent, la divulgation de ces informations mettrait ces personnes en danger, nous semble-t-il. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ne publions pas l'intégralité des noms, bien que certains noms ont été publiés, au moins 2 ou 3. Donc ce sont des informations qui sont tout à fait vérifiables et sur lesquelles nous n'avons pas été contredits. On a été contredits en disant mais non, vous avez inventé n'importe quoi, etc., etc. Mais ces 2 personnes dont nous avons publié les noms, dont un était lycéen, etc., personne ne nous a jamais dit qu'il n'était pas mort et personne ne nous a jamais présenté l'individu vivant. Voilà. Nous n'avons pas de règles différentes selon les pays où on voudrait être plus dogmatique contre Djibouti que contre, je sais pas, contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Hein, voilà. Donc, deuxièmement, sur la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme djiboutienne, qui a très très vite démenti qu'il n'y avait pas de mort, etc., etc. On aurait souhaité qu'elle investigue avant de faire ces démentis. Évidemment, c'est une... pas évidemment, non. C'est une commission nationale des droits de l'homme qui, comme toute commission nationale, est donc une structure de l'État. Après, comme vous l'avez mentionné, il y a des structures de l'État qui ont des éléments d'indépendance. C'est ce qu'on appelle le respect du principe de Paris. Les principes de Paris, pour les gens qui ne le savent pas, sont des principes qui établissent l'indépendance ou non des commissions nationales des droits de l'homme. Et en l'espèce, la CNDH de Djibouti est classée 3e ou 4e, me semble-t-il, ce qui est donc une des plus faibles indépendances, c'est-à-dire que la CNDH n'est pas indépendante à Djibouti, et par conséquent, non seulement par ses prises de position dans le passé, nous a laissé assez pantois et nous considérons qu'elle manque d'indépendance pour faire correctement son travail. Et de surcroît, c'est la raison principale pour laquelle elle ne sera pas invitée à Istanbul. Deuxièmement, c'est un congrès d'ONG et donc membres de la FIDH, et donc les commissions nationales ne sont pas invitées. Et puis par ailleurs, ça coûte quand même très cher, donc on ne va pas inviter n'importe qui, n'importe comment, pour le bon vouloir. Sur la charte, la gouvernance et la démocratie, effectivement, Djibouti a ratifié. J'avais un doute comme ça, parce que de temps en temps, je ne peux pas savoir sur tous les pays. Alors effectivement, elle l'a ratifié. La problématique de Djibouti, c'est pas tant que les instruments ne sont pas ratifiés. Le problème, c'est que les instruments ne sont pas
garantie, appliquée, etc. Et à cet égard, Djibouti passe la semaine prochaine devant ce qu'on appelle l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a pour but d'examiner les engagements de l'État djiboutien et les recommandations que l'ensemble des États membres du Conseil des droits de l'homme lui ont fait. Et nous avons fait cette évaluation pour dire qu'on n'est pas contre l'État par principe, etc. Mais on a fait cette évaluation et effectivement, premièrement, Djibouti avait accepté extrêmement peu de recommandations à l'époque de son premier passage, et deuxièmement, ce qu'elle a accepté, elle ne les a pas vraiment mises en œuvre. Et donc il y a toujours un caractère un peu pour la façade. On adopte des lois, mais on ne les applique pas. On prend des engagements, mais on ne les applique pas non plus. Et c'est ça qui devient un petit peu, effectivement, pénible dans cette situation à Djibouti, parce que, encore une fois, on n'est pas contre un pouvoir, pas contre un individu, pas contre un État en tant que tel, et on est plutôt même dans l'exercice du dialogue avec cet État. Mais c'est un peu du donnant-donnant, si vous voulez. Si l'État ne souhaite pas être critiqué, ben c'est là qu'il ne soit pas critiquable. Et on est prêt à contribuer et à discuter avec les États, et en particulier avec l'État djiboutien, en disant, voilà, vous avez tel et tel problème, pour résoudre ces problèmes, il faudrait prendre telle et telle mesure, si vous les prenez, c'est bien, et on le dira, et puisqu'on l'a déjà dit par le passé. On a déjà entretenu voilà, pratiquement aucune mesure que l'on avait préconisée n'a été mise en place depuis 2004, et c'est la raison pour laquelle, y compris les enquêtes indépendantes par exemple, sur ce qui s'est passé pendant les élections, des enquêtes auraient pu être menées, parce que l'État n'a pas nié qu'il y avait eu des tirs par balle par exemple. C'est des choses, on n'a pas parlé de massacre, on a parlé d'usage excessif de la force, etc., reconnaissant implicitement le droit à l'État d'exercer la force à certains moments. Simplement l'usage excessif de la force, c'est-à-dire on ne tue pas des gens qui n'ont pas d'armes. Et ça rejoint la question de est-ce que tout va mal à Djibouti? Non, tout va pas mal. Vous allez regarder à Djibouti, ça fait malheureusement un peu longtemps que je ne suis pas allé, mais oui, il y a un nouveau terminal pétrolier qui était ouvert, il y a des affaires, etc. Mais là où on tire la sonnette d'alarme, c'est structurellement, on a le sentiment que le non-respect des violations des droits de l'homme ne va porter un préjudice immédiat extrêmement grave, mais va gager l'avenir de Djibouti, puisque l'impunité étant un boomerang, on s'aperçoit que quand on ne règle pas des questions de droits fondamentaux, elles ressurgissent à un moment ou par un autre, et elles sont extrêmement déstructurantes. Et pour rebondir sur la question de l'UNESCO et du boycott, est-ce qu'on doit promouvoir ou le dialogue? Nous, on estime, si vous voulez, je pense qu'on est quand même assez conciliant et assez diplomate pour à un moment être aussi dans un rôle d'ONG indépendante pour dire, ça nous semble effectivement déplacé d'élire à la tête de l'UNESCO un Djiboutien, alors que l'UNESCO c'est bien sûr les droits culturels, etc., mais c'est aussi le respect des droits fondamentaux, y compris celui notamment des journalistes, d'expression, et il nous semble que que les critères d'indépendance, les critères de respect, c'est pas individuel, mais que va promouvoir à travers sa personne le pays, ne sont pas remplis, et que ça serait une honte que de faire cette élection. On peut discuter de cette question-là, mais nous, on pense qu'il y a des moments, on n'a pas les attributs d'un État, et donc on utilise les attributs qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les médias. Et madame, j'en profite pour répondre à votre question. Les médias sont effectivement trop peu intéressés à la situation à Djibouti, parce qu'elles ont, on l'a évoqué, des problèmes pour opérer là-bas, y compris les médias internationaux. Que Djibouti ne fait pas les grands titres aussi parce que peu d'organisations internationales s'intéressent à cette situation, et je le déplore, prouvant que l'AFIDH, malgré son aura internationale, ne peut pas tout faire en la matière, et donc c'est pour ça que, oui, si Amnesty International, si Human Rights Watch s'intéressait à
à la situation à Djibouti, ça aiderait, prouvant qu'on n'est pas concurrents, mais que justement on doit aller tous dans le même sens avec ces grandes organisations internationales, même s'il y a RSF qui est très impliqué sur Djibouti, et survie à d'autres égards. En tout état de cause, ce sont des implications qui sont un peu plus récentes et qui ont besoin d'être en force, on a besoin de les dire, pour dire ce qui va bien, pour dire ce qui ne va pas bien, etc. Bref. Oui. Et enfin... Je vais juste ajouter sur ça. Oui. Le fait que c'est vrai, c'est un peu contradictoire. On parle de Djibouti, sa position stratégique, l'importance de Djibouti, on parle de pirates ou pas. Et en même temps, on dit que Djibouti, elle n'est pas intéressante. Donc on parle de droits de l'homme et vraiment la misère des Djiboutiens. Donc c'est ça que je trouve... Oui, c'est vrai. Oui, c'est un paradoxe. Je le déplore puisque nous-mêmes, on pense qu'il faut dépasser le rôle uniquement stratégique de Djibouti. Parce que Djibouti, comme on l'a un peu évoqué, a aussi un rôle régional important et doit permettre aussi d'être un pôle de démocratie et de stabilité pour la Somalie voisin qui en a besoin, pour l'Érythrée qui demeure une dictature féroce, fermée, etc., etc. Donc voilà. Voilà. J'ai répondu aux questions. Le clan, le sous-clan. Le sous-clan. C'est pas moi qui suis le président. Voilà, c'est ça. C'est good. Il y avait une question qui a été posée sur le changement qu'il y a eu à Djibouti. C'est ça? Il y a eu un changement. Aucun, depuis 77. Il n'y a pas eu... ça va pas de soi. Le changement... il n'y a pas eu de changement depuis l'indépendance. C'est le même parti politique qui dirige Djibouti. Hein? C'est blanc bonnet pour les blancs. Il y a une continuité de la politique de blé. La politique de répression, la politique de division, la politique d'appropriation. Pour ce qui est des médias, je prends une anecdote pour vous donner comme quoi, même les médias du régime ne sont pas libres. En 2004, les États-Unis voulaient aider la population de la ville de Bassaïla. J'ai été invité en tant que journaliste de notre journal partisan en réalité. En même temps, il y avait des gens de la nation qui étaient invités. Nous sommes arrivés, il y avait les Allemands, les Américains, les Français, tout le monde était là. Et comme par hasard, les Américains étaient choqués de constater quand même que la femme médecin, qui était gynéco qui était là, s'était trouvée 2 semaines avant, elle se trouvait à Demerjo, on était là-bas aussi. Et Fatouma se retrouvait encore à Assaïla. J'avais dit, mais il n'y a pas d'autres médecins ici. Non, mais cette femme-là, elle était à Demerjo. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On dit, elle est itinérante peut-être. En fait, elle était venue la veille. Elle était venue la veille. Bon, je demandais aux journalistes donc, de la RTD de filmer, d'écrire, en fait. Et arrive le sultan. Le sultan qui a dit, c'est bien de débloquer quand même, de venir en couche. Il y avait l'armée française, l'armée américaine, il y avait tout. Hein, pour soigner des gens. Il y avait des dentistes, il y avait tout. Des équipes Et puis le monsieur, le sultan, dit, écoutez, je ne veux pas tout ça. Moi. Tout ce que je veux, c'est que on puisse mettre d'abord du gasoil hein, dans le groupe électrogène qui sert à l'infirmerie. dont 3 femmes avaient couché la veille sous la bougie. Il a demandé à une réparation du réservoir d'eau qui était fissuré depuis 10 ans et qui ne servait à rien du tout. Alors il demandait 20 sacs de ciment. Il demandait aux Américains 20 sacs de ciment. Je dis à mon ami journaliste de la RTD, mais écoutez, vous pouvez traduire, vous pouvez filmer, tout ça, bon, sur le temps qu'il parle au général des forces armées américaines. Il me dit, je ne peux pas. Toi, tu y vas. Il a filmé, mais sans se mêler. Il n'a pas mis un seul mot, mais un seul mot dans le journal de la Nation, ni à la RTD. J'ai servi de traducteur au sultan, entre le sultan et le général américain. Pour vous dire que mon ami Mohamed, qui signe mort, avait peur lui-même, en tant que représentant du journal de la Nation, entre guillemets, de traduire et de dire exactement ce qui s'est passé dans ce village. Voilà l'absence de liberté, de démocratie, de médias et de ceci, cela. Juste pour vous dire. Quant à la question du sous-clan, pour monsieur là, donc il y a les tribus,
Après les tribus, il y a les clans, ce sont des grands ensembles. Et après, ils viennent les sous-clans. Les tribus sont des entités. Vous prenez par exemple le breton, il y a le breton, il y a les sous-bretons. Voilà. Et ensuite, vous avez des ministères. Voilà. Je voulais juste savoir si ça correspondait à une hiérarchie de valeurs sociales. Noblesse et l'état. Voilà. Le régime se sert de ça. C'est un espace de vie, en fait. Ça coûte quelque chose que ça. Mais ça n'a aucune valeur. Je pense que le chercheur en la matière, il est avec eux. Juste, en fait, cette partie-là, très bien. Donc, on va changer les intervenants.